Salut, bonjour tout le monde. Salut Jean-Marie, ça va? Salut écoute, tout le monde. impeccable. Une belle semaine avec du rugby, un bon week-end de rugby. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, un très bon match, un très match de très très haut niveau. Puis bon, c'est vrai que la Coupe du Monde c'est quand même sympa parce que tu allumes ta télé, il y a du rugby. Ouais, bah, Et ça, c'est ça. Faut que ce soit ça toute l'année. Ça, c'est le bonheur. Ouais. C'est ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Aujourd'hui, une nouvelle émission avec différentes rubriques que vous connaissez déjà et quelques petites modifs. Petits ajustements. Voilà. Ouais. Bravo les Bleus, bravo pour ce match magnifique. Bah oui, c'est incroyable. Enfin, voilà, on en s'est reparlera, régalé, mais on s'est régalé. Ouais. Ouais, c'est régalé. Voilà, on attaque tout de suite la rubrique No Flop. Alors Jean-Marie, toi tu voyais qui en flop? On était partis tous les deux là sur l'Australie. Ah, l'Australie, C'est une catastrophe. C'est vraiment. J'ai envie de faire la blague là, des inconnus, là, c'est de la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Mais là, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Quoi. Non, mais c'est incroyable parce que les équipes du Four Nations, ça faisait partie du top il n'y a encore pas si longtemps. L'Australie, elle est vraiment au fond du seau. Elle va passer à la trappe, elle va pas se qualifier. Je pense qu'elle va pas passer le tour, sauf vraiment un miracle. Ils perdent contre les Fidji, ils perdent contre le Pays de Galles, et puis à chaque fois ils prennent 40 points. 40 points. 40 points. Puis les Gallois, ils ont fait pour le coup un super match. Ouais. Et après l'Australie, pour rester sur l'Australie, sur les flops, il y a Eddie Jones, je pense le problème quand même. Ouais, alors. Parce qu'il a fait le choix de ne pas prendre certains joueurs. Ouais, alors c'est le groupe le plus jeune de la Coupe du Monde. Donc il a emmené des petits jeunes, donc des mecs qui sont pas aguerris, c'est sûr. Alors moi, ça ressemble un petit peu quand même à ce qu'il a fait avec l'Angleterre, Eddie Jones. Parce qu'en 2015, il avait pris un groupe de jeunes pareil qui se sont bananés au premier tour. Mais il a construit pendant 4 ans avec eux. Il les a emmenés en finale de Coupe du Monde en 2019. Alors voilà, je sais pas si le vivier est le même en Australie. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu ça dans la tête quand même. Ouais, mais après en 2015, ils se font éliminer au premier tour. Il me semble que c'est la Coupe du Monde chez eux en plus. Ouais, c'est ça. Et c'est sur un péché d'orgueil quand même. C'est sur une pénalité. Ils peuvent prendre une pénalité. S'ils prenaient 3 points, c'est pas loin d'être en face des poteaux. C'est fini, ils gagnent et ils passent le tour. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je pense que c'est pas le même rapport non plus. L'Australie, le niveau est vraiment faible. L'Australie, si elle passe une pénalité, elle gagne pas. Après l'Australie, tu parlais de nombre de licenciés là, d'effectifs. Effectivement, il y a peut-être ça. Il y a aussi un peu le problème que c'est pas un sport numéro 1 non plus. Dans ce pays-là. Ouais, mais après, loin derrière deux autres sports. Oui, l'Australian Rule et puis le rugby à 13. Et le foot australien aussi. Ouais, l'Australian Rule. Comment tu dis? Australian Rule. Ok, voilà. Donc voilà, ça passe derrière et à mon avis, c'est compliqué. Enfin, c'est un tout. Les Australiens, en fait, ils s'intéressent en gros à leur équipe nationale, mais alors le rugby en dehors de l'équipe nationale, ça n'existe pas quoi, chez eux. Donc, Bon voilà, donc vraiment le gros flop c'est l'Australie. Voilà. Et puis on avait mis aussi les buteurs Sudaf. Sudaf qui pour moi ils bouffent la feuille de match. Il rate 11 points au pied. Et là, pour moi, il bouffe la feuille de match. L'Afrique du Sud, elle perd de 5 points. Le calcul est simple. S'ils passent leurs points au pied. Même s'il y en a une là qui, pour moi, elle est pas facile à mettre parce qu'elle est vraiment loin, etc. Même s'il rate celle-là, ça fait 8 points. Il reste 8 points. Ça fait 8 points et tu passes devant et tu gagnes. Quoi. Ouais, puis il y en a une qui est vraiment simple à passer. Enfin, qui est simple à passer. Il la met complètement à gauche là. Il y en a une qui est quand même bien placée. Non, ils sont pas, franchement. Et en plus, leur jeu quand même est assez basé là-dessus quand tu regardes un peu leur jeu. Ils ont ça, ils essayent de pousser l'adversaire à la faute pour récupérer des pénalités et si elles sont bien placées, les prendre. Quoi. Mais là, franchement. D'ailleurs, il rappelle Pollard. Il rappelle Pollard. À voir ce que ça va donner parce que je sais pas s'il est en grande forme. Ce qu'il y a, c'est que le gars. Je sais même plus s'il joue à Montpellier. Il doit être le premier étonné à être appelé déjà, le gars. Je pense qu'il était déjà en vacances. Chant de la cantine. Ouais, c'est ça. Là, il se retrouve à jouer une Coupe du Monde. À voir. Par contre, danger, parce que si le mec il enquille les points, ça veut dire que vu leur jeu contre l'équipe de France, ça peut devenir compliqué. Et comme on s'est déjà dit, effectivement, il faut que l'équipe de France fasse un match parfait en termes de défense, pas de faute. Si on est aussi discipliné contre la Nouvelle-Zélande, contre les Blacks, c'est clair. Ça devrait le faire parce que je pense quand même qu'on est plus créateur que. Oui, mais attention quoi, attention. De toute façon, pour moi, l'Irlande, elle passe vraiment. Ils gagnent, c'est une alerte quand même. C'est pas démérité, mais attention quoi. Ouais. Ils n'ont pas été conquérants quoi.
Ils ont pas. Enfin, Ouais, enfin, factuellement, si les Sudaf passent leur pénalité, ça gagne. Hein, ils ça gagnent. gagne. Et je te dis, même si tu dis, ok, ils en ratent une parce qu'elle est vraiment loin, machin, ils gagnent quand même, quoi. Donc, pour ça, ok, c'était un beau match, c'était super, mais attention, quoi. Et c'est pour ça qu'on a mis les Sudaf, enfin, les buteurs Sudaf dans les flops, parce que, pour moi, ils mangent la feuille de match, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Puis après, il y avait le dernier point dans les flops, c'est nous, je pense, parce que je crois qu'il faut le dire. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un moment, il faut se remettre en question quand c'est même. ça, faut se remettre en question. Quand tu regardes les émissions précédentes, on était un peu sûr de nous sur différentes équipes, notamment l'Argentine. On avait encensé l'Argentine. Moi, l'Argentine, je la voyais vraiment très très haut. On la voyait avec un boulevard vers les demi-finales. Au final, elle est même pas sûre de passer si elle perd contre le Japon. Bon, non, voilà. Et les Japonais sont capables de les battre. Hein. Ouais, enfin, oui et non, parce que les Japonais, c'est pareil, moi je les voyais plus forts que ça, vraiment. Je l'avais dit dans une précédente émission où je m'étais un peu emballé sur les Japonais, et j'avais dit juste l'émission d'après, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, les deux équipes là, elles sont pas au rendez-vous, quoi. Que ce soit le Japon ou l'Argentine. Donc, l'Argentine peut passer à la trappe, quoi. Et moi, je les voyais vraiment pas là, quoi. Et puis la deuxième équipe aussi, qu'on on avait enterré, c'était les Gallois. Alors les Gallois, ils sont arrivés, ils font quand même un tournoi catastrophique, un tournoi destination. Ils n'ont pas de jeu et ça fait plus jeu, quoi. Et là, ils arrivent, c'est une renaissance, quoi. Ils passent 40 points à l'Australie. Alors, bon, voilà. Oui, on l'a dit, ce qu'on pensait d'Australie. Mais il faut quand même mettre 40 points. Ouais, il faut les mettre. Non, puis ça joue. Et puis c'est les premiers qualifiés, quoi. Ils sont sûrs d'être qualifiés, quoi qu'il arrive. C'est arrive. le premier qualifié de la Coupe du Monde en quart de finale. Et moi, je les voyais franchement éliminés. Je les voyais passer derrière l'Australie et les Fidji. Et je pensais qu'ils allaient finir 3e. Donc voilà. Donc on a été nuls sur les pronostics, ça on peut le dire. C'est ça. Bon, voilà. Donc quand on fait des pronos, il faut peut-être faire attention à ce qu'on dit, quoi. C'est ça. Nos tops. Alors, moi, pour commencer les tops, il y a une équipe qui m'a fait vraiment plaisir à voir jouer, c'est les Portugais, quoi. Ils méritent la victoire même. Enfin, ils dominent largement la Géorgie, quoi. Et ils prennent un essai à la fin. Ils ont la pénalité de la gagne qui passe à côté. Mais ils ressortent avec un match nul. C'est quand même une équipe qui n'avait jamais gagné en Coupe du Monde. Alors attention, par contre là je vais modérer un peu tes propos. Mais j'aime bien les petites équipes, moi, c'est pour ça. Oui, mais parce que la première mi-temps, il passe complètement à travers. La première mi-temps, il passe complètement à travers. Enfin, complètement à travers, oui, il déjoue. Mais tu sens qu'ils jouent au courage, il y a un supplément d'âme, tu vois. Ouais, sur la première mi-temps, vraiment, moi je les ai vraiment vus en difficulté. Ils ont eu vraiment eu du mal. Et après, t'as le 14 à la fin de la première mi-temps qui a un coup de génie qui perce le rideau défensif, qui marque l'essai, qui les remet quand même dans la course à ce moment-là. Et après, par contre, là où je te rejoins, et c'est vrai que c'est pour ça que je suis d'accord sur les tops, ils font une deuxième mi-temps, mais superbe, vraiment pour le coup, vraiment superbe. C'est là que je dis, ils méritaient la gagne, franchement. Vraiment, ça joue. Moi, je me suis régalé, tu sais, sur quoi? Sur la technique de passe. Les passes, elles étaient magnifiques. Là, c'est pareil, quand on dit qu'il faut montrer à toutes les écoles de rugby, montrer ces passes-là, c'est beau, elles sont rapides. C'est vraiment... ce qu'on a coutume de dire quand on apprend à un enfant à faire des passes, c'est que la passe, c'est un cadeau. Et là, les mecs se sont fait des cadeaux tout le match, quoi. Et super. Et le 14, encore une fois, j'ai pas le nom en tête, je suis désolé. Et quel joueur. Il a fait vraiment un super match. Et après, c'est beau. Et après, ils auraient vraiment été dans les tops. S'il me passe cette pénalité à la fin, là, franchement. En plus, elle n'est pas si compliquée que ça. Mais après, il y a la pression. Le gars, il sait que s'il n'y a pas, s'il gagne. En rugby, la pression, on la boit. C'est ça. Non, mais. C'est vraiment dommage, parce qu'en plus, même pour la JSK, pour le Portugal. Et j'aurais vraiment voulu qu'ils gagnent ce match-là. Et pour la JSK aussi, parce que j'ai regardé un peu leur parcours là pour arriver. C'est un parcours du combattant. C'est chaotique. C'est un parcours du combattant. Ils battent les États-Unis sur une pénalité à la fin. Et juste avant, ils se requalifient parce que l'Espagne a fait une erreur. Donc ils arrivent ici vraiment. Tu vois, vous êtes là. Et ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu et puis ils jouent bien. Franchement, c'est un régal. En plus, à Toulouse, le stade était plein de Portugais, des supporters portugais. Et il y avait une grosse ambiance, ça avait l'air vraiment sympa. Ça avait l'air sympa. Et à contrario, on peut dire, on l'a pas mis dans les flops, mais la Géorgie, elle rate un peu sa Coupe du Monde quand même. Complètement. Quand on me dit qu'elle pourrait remplacer l'Italie dans le tournoi destination, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ça, parce que l'Italie, pour le coup, elle est bel et bien là pour l'instant. Elle est là.
Ok. Alors toi, tu voulais mettre en avant, une fois n'est pas coutume, que tu mettes un top anglais dans notre émission. Toi qui adore les Anglais, on peut le dire. Ouais, c'est ça. Je suis un fan des Anglais, ouais, bien sûr. Non, mais après, faut D'ailleurs, il a faut acheté le connaître. maillot. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je le porterai quand tu mettras celui des All Blacks. Ok. Bon, ça marche. Donc on avait mis en avant Non, les mais Anglais. oui, Effectivement. le mec, il met 5 essais dans un match. Bon, bah voilà. Enfin, il peut être que dans les tops, quoi. Enfin, c'est ce qu'on demande à un ailier sur un terrain. Il est là pour finir les actions. Lui, Arundel, il a été très très bon, quoi. Contre une défense invisible, quand même. Oui, mais il faut quand même les mettre les 5 essais, quoi. Ouais, mais quand tu regardes le match, ils sont complètement perdus, les Chiliens. Ils sont complètement perdus. Oui. Enfin, j'en ris parce que moi, c'est pas possible. En plus, ils sont cuits, les mecs. Tu ils sont cramés. sais même pas comment ils finissent le match. Mais ceci dit, jusqu'à la 30e minute, il y a 0-0. Ouais, oui. Mais, après, ils explosent. Parce que peut-être que l'Angleterre, tu vois, le jeu qu'a fait depuis le début de la Coupe du Monde, c'est un jeu qui n'est pas flamboyant. Et en face, il y avait quand même une défense pendant une demi-heure qui s'est envoyée. Les Anglais jouent que sur les fautes des adversaires, ça faisait pas de faute en face. Voilà, quoi. Mais c'est vraiment. Par contre, après, ils explosent. Après, ils explosent. Par contre, ça permet de faire briller l'ailier. Ils ont le capot ouvert. Tu vois, ce match. Ouais, mais c'était dur à regarder pour eux. Ouais, c'est triste, mais voilà. Mais bon, bravo à cet ailier anglais, en tout cas. Ouais, Arundel, ouais. Mais il avait déjà montré dans les matchs précédents, avant la Coupe du Monde, qu'il avait quand même des qualités. Je pense qu'il va falloir compter sur lui dans le futur de l'Angleterre. Et après, d'avoir replacé Smith en 15 aussi, c'est pas mal avec la rentrée de Farrell en 10. Ouais, disons, quand tu as 3 ouvreurs, Ford, Farrell et Smith, c'est difficile déjà d'en laisser sur le banc. Et donc Smith, il avait laisser les deux premiers matchs, il avait laissé sur le banc quand même. Ouais. Et avec sa rentrée la semaine dernière, on en avait parlé d'ailleurs, on l'avait trouvé plutôt bon. Ouais. Pour moi, il est un peu plus créateur que Farrell. Aujourd'hui, Farrell, il est un peu en dedans, moi, je trouve. C'est pas celui qu'on a connu. Même on a préféré Ford. Moi, Ford, je trouve qu'il fait une très bonne Coupe du Monde. Ok, donc bravo à Arundel. Victoire des Irlandais. On a mis aussi dans nos tops. Parce que pour moi, ça a été jusqu'à présent le plus gros match de cette Coupe du Monde. C'est très très gros match. Ouais. Très gros match. Enfin, vraiment un niveau physique, un niveau tactique, vraiment au-dessus, quoi. Donc cette victoire irlandaise, elle envoie un message fort à tout le reste de la planète rugby. Ouais. Avec les deux équipes, en fait. Les deux équipes ont été très bonnes, mais l'histoire se souvient des victoires. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis les Irlandais, puis même ils font un gros match. Oui. Et après, parce que j'étais au stade pour le match, et ce que tu disais, en gros, tu le vis, mais tu vis l'ambiance, tu vis tout ça, c'était magnifique. Et en fait, tu vois pas. Enfin, moi, en tout cas, de là où j'étais, je me suis pas rendu compte. J'ai vu l'intensité. Et j'ai revu le match après, ensuite, à la télé, je me suis remis. L'intensité du match, c'était impressionnant, les impacts. Puis très peu de temps mort. Il n'y a pas de temps mort au début. Même d'ailleurs, il y a eu plusieurs pauses pendant la première mi-temps, là, notamment. Il y a eu pas mal de pauses où moi, au stade, je me demandais, mais il y avait pause fraîcheur alors qu'il faisait 15 degrés. J'ai pas trop compris, quoi. Mais maintenant, je comprends. Quand j'ai revu le match à la télé, je me suis dit, quand même, ça. Et puis, les Irlandais, ils gagnent. Ils ont quand même en début de match, je parle, ils ont une conquête catastrophique. Leur touche, ils en prennent pas une. C'est bien que tu parles du début de match parce que c'est pareil, je les ai trouvés un peu prétentieux sur la première pénalité. Ouais, ils ont une première pénalité. Ils vont en touche. Presque face au poteau. Et les mecs, tu joues l'Afrique du Sud quand même. Oui, tu prends 3 points. Oui, les mecs, c'est le match ils vont en touche et en plus derrière ils se font contrer. Ils ratent la touche, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien que t'en parles parce que je trouve que ils ont manqué d'humilité un peu, je trouve. Ou alors, ils ont manqué d'humilité. Il y a cet orgueil irlandais qu'on retrouve aussi sur le tournoi Destination, tu vois, c'est qu'à chaque fois ils essayent de marquer des essais. Et comme une sueur face à La Rochelle. Ouais, c'est ça, mais tu te doutes bien que quand tu vas rencontrer l'Afrique du Sud, tu vas pas avant tout pour le bonus, quoi. Tu vas d'abord pour la gagne. Après, si tu peux mettre le bonus, tant mieux. Mais donc, effectivement, il faut mettre les ingrédients, faut les mettre dans l'ordre. Puis dans les 5 premières minutes, tu as une pénalité, c'est fin de match. Tu prends le score. C'est fin de match, tu te dis OK, on y va. Là, tu prends le score. Tu prends le score tout de suite, tu mets 3 points. Quoi. Donc, j'ai pas trop compris. Quoi. Bon, bref, malgré tout ça. Il gagne bien, en fait. Quoi. Il gagne bien. Il gagne bien et il n'y a pas de discussion. Quoi. Enfin, Ouais. Enfin, nous, on arrive quand même à en discuter, mais. ouais. En tout cas, ils en discuteront pas avec les Sudaf. Quoi. Non, c'est ça. Ça, c'est fini.
Ok. Et enfin, il y avait le demi-mêlée gallois qu'on voulait mettre à l'honneur. Ouais, parce qu'il fait un match super. Hein. Il met tout le temps son équipe dans l'avancée. C'est un grand artisan de Gareth Davis. Gareth Davis, ouais. Vraiment. C'est un grand artisan de la victoire contre fort. l'Australie. Et puis si le Pays de Galles met 40 points à l'Australie comme ça, il y est pour quelque chose. Je l'ai trouvé vraiment très très fort. Il a joué juste il a joué tout le ouais, match. tout le temps. Il a donné du dynamisme. Ouais, moi, j'ai vraiment. trouvé très, très bon. Ouais, moi aussi, je le trouvais vraiment. C'est bien pour les Gallois parce que, ils ont besoin d'un neuf comme ça, quoi, qui dynamise le jeu. Un mec qui joue dans l'avancée. Ouais. Ouais, c'est ça. c'est vraiment. Non, c'était vraiment bravo à lui. Et puis enfin, dans les tops, l'hémisphère nord domine l'hémisphère sud. Ouais, c'est un peu une constante sur les 2 dernières années, on dira. Mais là, sur c'est l'après-Covid, flagrant, mais là, c'est flagrant. Là, c'est flagrant. À part l'Écosse qui s'est ratée contre l'Afrique du Sud, on a eu que des victoires du Nord contre le Sud. La France qui bat la Nouvelle-Zélande, l'Irlande qui bat l'Afrique du Sud, le Pays de Galles qui bat l'Australie, l'Angleterre qui bat l'Argentine. Non, pour l'instant, voilà. Après, voir après sur la suite de la compétition. Mais en tout cas, là, si on est factuel à l'instant T, à date, comme on dit, pour l'instant, on est vraiment l'hémisphère nord a pris le dessus. Quoi. Ouais. Puis vu comment les quarts de finale se profilent, on pourrait très bien se retrouver avec 4 équipes du Nord en demi-finale. On pourrait, mais voilà. Enfin, en tout cas, mais même. Sur les pronostics, on a montré qu'on n'était pas forcément. C'est ça. Bon, je pense qu'il ne faut pas s'aventurer sur des pronos. Mais voilà. Bon, en tout cas, à date. L'hémisphère nord prend le pouvoir. Quoi. Ouais. Eh bien, je propose que nous passions à la rubrique préférée, en tout cas notre rubrique préférée, et puis préférée aussi de notre public bien-aimé. Ouais. Nos coqs. Ouais, puis il y a des choses à dire. Alors, la victoire à 96 points. Ouais, c'est pas beau, ça. Ça, c'est historique. Beau, ça. C'est Tout historique. le monde râlait le match avant, là. Oui, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas mis les 5 points. Ouais. Là, bing, 93 points. 96, pardon. Ouais, et puis, puis c'est Fanny en face, quoi. C'est 96-0. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas du confort. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est un record historique. Hein. Le record, c'était déjà contre la Namibie, c'était de la Coupe du Monde 2007. 84 87 à 10. 87 à 10. Ouais. C'est largement battu. Ouais, c'est largement battu. On aurait même pu aller chercher les 100 points s'il n'y avait pas cette petite erreur à la fin. Ouais. Mais bon, enfin, 96, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, c'est clair. Bon, c'était vraiment sympa. Non, c'était bien. Et moi, je voudrais mettre en avant là-dessus la Biellette. La Biellette, moi, il m'a régalé. Bielbarret, ouais. Je vais l'appeler la Biellette. L'essai qui pas, c'est vraiment affectueux. Mais c'est vraiment l'essai qu'il donne à Danty. Et puis l'essai qui se fait lui-même tout seul. Ouais, mais moi j'ai l'image du jeu au pied de Jalibert d'ailleurs, parce que j'ai entendu dire aussi que Jalibert n'a pas fait un match de dingue, mais il faut revoir. J'invite les gens à regarder le match. La passe, je te la mets, je te la redonne avec Penaud là, sur le deuxième essai, là, c'est d'Olivon. Ouais. Je te la redonne, je te la remets, je te la redonne, c'est du 1-2 comme au foot là. C'est magnifique, il y a Jalibert dedans avec Dupont et Penaud. Là, le jeu au pied sur la Biellette, c'est Jalibert. Et là, moi, il me régale ce que fait la Biellette. Il saute comme ça, il la prend en l'air, il est dehors et il la donne à Danty. C'est superbe. Moi, ça fait partie pour moi pour l'instant du plus bel essai de la Coupe du Monde. Parce qu'il y a tout. Il y a le jeu qui part d'un côté, jeu au pied. Je la volaille pour mon partenaire. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est un jeu d'équipe, c'est un vrai jeu d'équipe. À ce moment-là, c'est tout ce que j'aime dans le rugby. Voilà. Là, j'ai vu une séquence, c'est ce que j'aime dans le rugby. C'est magnifique. C'était superbe. Donc, après, son deuxième essai. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que le mec, il accélère, quoi. Et il met dans le vent le défenseur. Et en plus, il le dépose. Il court il a plus de diagonale. À la fin, il est cramé. Parce que tu vois, il veut sauter pour abattir, il peut plonger. Mais c'était ça, il est super. Ouais, il est magnifique. Voilà, puis il y a aussi, toi tu m'avais parlé du triplé de Penaud aussi qui était parce que un peu comme les 5 essais de Lambert. Mais oui, c'est ça, parce que qu'est-ce qui donne de la confiance à un ailier, c'est de les marquer. Et puis Penaud, là il met 3 essais, mais c'est un mec qui marque quasiment tous les matchs qu'il joue. Quoi. Enfin, il est déjà à 33 essais, c'est le 3e meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis, il est parti pour dépasser le record de Blanco qui est de 38. Hein. Ouais, il est bien parti là, vraiment.
Non, puis c'est un joueur complet. Enfin, Ouais, même si ouais, on c'est avait trouvé un- qu'il défendait pas super bien ces 2 premiers matchs de la Coupe du Monde. Ouais, mais bon, après, on passe la peut-être dernière. aussi parce qu'il est plus en lumière sur son jeu d'attaque. Ouais. Et, Donc du coup, on cherche un petit peu, Mais, peut-être un peu plus. non, moi, je pense que c'est un des joueurs essentiels du 15 de France aujourd'hui, quoi. On peut pas s'en passer. On a besoin d'un. Ah non, c'est clair. Attention, quand je dis ça, c'est pas pour dire. Oui, non, mais voilà. Autant on avait débat sur le. Mais il est bon d'enfoncer des portes ouvertes des fois. Ouais, mais autant on avait un petit débat sur Gabin Villers et justement et la Villette. Ouais. Autant là, il n'y a pas de débat. Enfin, Ouais, oui. Non. Et après, il y avait Olivon aussi. Alors, Olivon, il revient très très bien. Quoi. Alors Olivon, il fait encore un gros match comme d'habitude. Et lui aussi, en fait, il bat un record, c'est l'avant dans l'histoire du 15 de France qui a marqué le plus d'essais. Ouais. D'ailleurs, son dernier essai qu'il marque, il croit comme il aurait pu la donner à Violette. Bah écoute. Elle est magnifique, c'est sa petite ouais. feinte de passe, elle est superbe. Oui. Elle est superbe. En plus, il est pareil, il est élégant là, quand il court là, comme ça. Ouais. Il a l'air d'aller très vite. Ouais, non, mais Olivon, c'est un un joueur complet aussi. On parlait de Macalou en vitesse de pointe, mais lui, il a l'air d'aller très vite aussi, parce que quand il part là, tu le vois, puis après, il fait sa petite feinte de passe pour la Biellette, et puis il part, mais essai. Magnifique. Non, on a des joueurs en troisième ligne, même ceux qui n'ont pas joué. Aldrit, Kroos, Jolon, Macalou. On en a déjà parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises. On a une troisième ligne. On a plusieurs troisième lignes de très haut niveau. Interchangeable, c'est ça. C'est vraiment très fort, très très fort. Et Olivon, puis pareil, on avait mis Aldrit en avant sur sa façon de se comporter, son humilité, etc. Lui, c'est pareil. Olivon, c'est pareil. C'est pareil. C'est le mec, des bosseurs, quoi. Moi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Voilà, puis après, moi j'avais envie de parler de la conférence de presse de Galtier. Alors déjà parler de Paul Boudéan peut-être. Il est bon quand même. Il est bon, Galtier. Ça arrive de prendre un KO dans le rugby, c'est ce qui est arrivé malheureusement à Paul Boudéan. Et la conférence de presse derrière de Galtier est excellente. Là. Il nous a fait une gamelle. Il nous a fait une gamelle, c'est-à-dire comme au baby-foot, il est rentré, il est ressorti. Mais je trouvais ça bien parce que ça a désamorcé un peu la blessure de Dupont. Puis ça dédramatise. Dédramatise, merci beaucoup, les commotions, parce qu'on ne parle que de ça aujourd'hui dans le rugby. On en parle beaucoup, on parle pas. Mais oui. Je suis d'accord, mais c'est vrai. Non, mais voilà, la gamelle. Donc moi, ça m'avait bien plu, cette conférence de presse. Je trouvais ça très très bon. Ouais, c'était une belle équipe de France, un beau match, un beau groupe. Voilà. Bon, le bémol, on le connaît tous. Oui, c'est le seul truc qui inquiète un petit peu tous les amateurs de rugby aujourd'hui. Toucher mais pas couler. Ouais, toucher mais pas couler. Ouais. Mais bon, après, moi, il y a eu pas mal de débats, et de choses dites sur Dupont. Moi, je vais pas aller dessus parce que je sais pas ce qui est vrai, le vrai du faux. Ouais, on n'est pas dans l'intérieur du groupe, de toute façon. Il y a un staff médical. Je pense qu'ils ne prendront pas le risque de toute façon de faire jouer un mec contre sa santé. Après, il y a lui, Après, moi, juste vraiment, au fond de moi, ce que je me dis, c'est que attention, qu'il se crame pas, quoi. Tu vois, c'est sa santé avant tout, quoi. C'est ça. Mais... Moi, je serais vraiment le premier dégoûté à dire que il est out de la Coupe du Monde. Mais c'est pas grave. Moi, je pense. C'est mon point de vue. Après, sans connaître, parce que je le connais pas, son état de santé, ce que disent les médecins, ce que dit le staff, ce que lui pense aussi, ce qu'il ressent en tant que joueur. Voilà, moi, je dis juste attention, protégeons la santé des joueurs, quoi, des joueurs et des joueuses. Quand c'est du rugby féminin. Mais voilà, vraiment de faire attention. C'est malheureux, ça serait vraiment, vraiment dommageable pour l'équipe de France. Parce que là, tu perds complètement ta charnière, tu perds Ntamak avant la Coupe du Monde et puis Dupont là. Ouais, bien sûr, mais c'est pas grave. Il y a plus grave. Ça fait partie des aléas du rugby. La blessure, c'est quelque chose qui existe dans le rugby. Tu sais qu'il faut composer des fois sans remake, même les plus précieux. C'est ça. Et puis, puis après, c'est pareil, il y a aussi un truc qui m'a un peu interpellé, c'est tu sais, quand tu joues dans un sport collectif, que toi, tu es remplaçant et que le titulaire se blesse, tu sais, tout le monde est dégoûté.
Et toi, en fait, en tant que remplaçant, tu te dis, bon, bah ok, moi je vois rien, quoi. Je suis, Ouais. Ah, il faut avoir un gros mental il quand faut tu es avoir un gros mental remplaçant. quand tu rentres pour dire, ok, bah voilà, Ouais. je vais pas le faire oublier parce que j'ai pas le même style de jeu, j'ai pas la même aura, mais par contre, je vais faire mon match et que c'est compliqué aussi tout ça de se dire, Ouais, bien sûr. bah voilà, moi je vais remplacer moi qui vais remplacer Dupont, comme Jalibert qui a remplacé Ntamak, c'était le numéro 2, même s'il y avait quelques débats entre les deux. Mais voilà, c'est pas simple au départ. Et en plus, Non, c'est sûr. on dit c'est la charnière de Toulouse, voilà, Jalibert, tu vois. Voilà. Et c'est compliqué pour ça. Et dire en gros, bon, les remplaçants, c'est des truffes. Ouais, alors Là, que c'est pas le alors cas. que c'est pas le Ouais, cas. c'est pas le cas. Mais c'est pas Et le cas. même, moi, je serais bien incapable de dire s'il faut mettre Lucu ou Couillou. Ouais, après nous, on l'avait dit. Moi, C'était dit Couillou. personnellement, Voilà. je préfère le profil de Couillou. Mais effectivement, tu parlais aussi des alliances. Jalibert, il joue à Bordeaux avec Lucu toute l'année. Ouais. Ils ont des automatismes que Couillou n'a pas avec Jalibert. Ouais, Donc, c'est ça, ouais, ça. voilà, c'est difficile de trouver la bonne mayonnaise, quoi. Ouais, c'est. Voilà. Enfin, en tout cas. En tout cas, on espère vraiment que Dupont va se rétablir et qu'il sera présent pour cette fin de Coupe du Monde. Voilà. Et après, moi, je fais confiance au staff médical. De toute façon, ils ne le feront pas jouer s'il ne peut pas jouer, quoi. Qui je suis pour dire. Ouais, voilà, il c'est faut ça. qu'il joue, qu'il joue pas. C'est Voilà. quelqu'un qui est entouré médicalement En tout de cas, toute façon. En tout cas, c'était bien moche et voilà. Et pareil aussi. Tiens, Je sais ce que tu vas dire. Je suis d'accord avec toi. Que toutes les personnes qui défoncent le joueur, comment il s'appelle, c'est un troisième ligne. Hein, Oui. j'ai oublié son nom encore une fois. Excusez-moi, j'ai vraiment des problèmes avec les noms. Mais enfin, on n'a pas à le défoncer. Le mec, on voit très bien qu'il fait pas exprès. Non, il est complètement oxy. Il est. C'est un fait de jeu, quoi. C'est pas, sport, y a rien. C'est un sport de contact. Donc, il n'a pas agressé, quoi. C'est pas Mako en 2011. Hein. Enfin, des cartons rouges, il y en a eu plein pendant cette Coupe du Monde déjà. On parle que de celui-là parce que c'était contre Dupont, mais il y a eu d'autres gestes qui sont tout aussi dommageables. C'est pas une agression comme Mako en 2011 sur Parra. Bien sûr, d'accord. Il lui a parfait là, encore, moi je suis pas pour insulter les gens et les menacer parce qu'il a eu des menaces de mort quand même, ce monsieur. Hein. Non, mais alors ça, faut que ça reste du sport. Faut que ça reste du sport, c'est du sport. C'est quand même dingue, quoi. Et donc même Mako, jamais ça m'a traversé l'esprit d'aller jusque-là. Mais là, pour le coup, on n'est pas du tout dans ce cas-là non plus, quoi. Ouais, non, le mec, je pense que c'était le premier désolé en fait de cette situation. Ouais, c'est ça. Puis je pense vraiment c'est un fait de jeu, une maladresse. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, sur n'importe quel terrain. Exactement. Voilà. Exactement. Très bien. L'Italie qui arrive à grands pas avec tout ce qu'on vient de se dire. Moi, j'espère que. J'y crois. J'ai pas peur. Ouais, non, j'ai pas peur. Moi, je pense que comme d'habitude, en fait, l'Italie, elle va nous prendre la tête pendant 1 heure. Après, ils vont baisser un peu physiquement. Nous, on va faire rentrer ce qu'on appelle nos finisseurs. Et puis ça va se plier là. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ils vont nous agacer. Après, ce qui serait pas mal, c'est que l'Italie gagne les Blacks. Ça serait... Ouais, là, ça finirait vraiment le nord contre le sud. Ça serait vraiment super, ça. Mais j'y pense de plus en plus, en fait. Après, je me fais des films, hein, mais... disons qu'en tout cas, s'il y a une année où l'Italie peut y croire, c'est cette année, parce que là, elle est à 10 points en 2 matchs, donc elle a capitalisé tout ce qu'elle pouvait capitaliser. Elle peut mettre le doute, si elle fait comme elle fait sur le tournoi Destination, où à chaque fois, quand même, ils perdent, mais ils accrochent pas. En fait, ce que je voulais dire, le parallèle que je voulais faire, c'est que les équipes européennes qui jouent l'Italie, elles ont l'habitude de ça. Elles ont l'habitude de se faire accrocher pendant 60 minutes. Donc, mentalement, elles savent que c'est une équipe qui va accrocher, qui va pas lâcher, qui va marquer des points, etc. Les Blacks, je pense pas qu'ils sachent vraiment cet aspect-là et qu'ils se créent un doute parce qu'ils sont pas non plus hyper en confiance, hein, les Blacks, même s'ils ont mis des valises, mais ils n'arrêtent pas de perdre contre des grosses nations. Oui, bien sûr. Ouais. Et je me dis, peut-être que l'Italie peut faire la surprise, et là, ce serait super. Et du coup, le France-Italie aura un vrai intérêt, c'est ça. un vrai intérêt à la fin. C'est ça. Mais on n'en est pas là. Non, on n'est pas là. Puis, logiquement, la logique sportive, sur le papier, les Blacks tapent les Italiens. Mais après, les Italiens, comme je te dis, ils ont fait le plein de confiance. Alors, pourquoi pas, s'il y a une année, c'est peut-être cette année quoi, pour eux. Ouais. Voilà, puis je pense qu'ils vont mettre la grosse équipe. Hein. Oui. Je vois pas comment on pourrait faire autrement, de toute façon, parce que là, tu joues la première place du groupe. Enfin, suivant le résultat qu'il y aura derrière entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, mais de toute façon, tu joueras la première place du groupe parce que avec les systèmes de points de bonus, etc., on ne sait pas ce que ça va donner, mais il faut. Voilà. Et puis pour la confiance, il faut gagner, de toute façon. Donc, de toute façon, ça c'est clair, il faut tout gagner. C'est ça. Si tu veux être champion du monde, il faut tout gagner.
Eh bien, passons à la rubrique par derrière. Alors, vas-y, GG, aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'emblème de l'équipe de France. Parce qu'il a évolué au fil des âges, parce que bon, alors, chaque pays est reconnu par. D'ailleurs, je te coupe parce que moi, je t'avais dit, quand on avait préparé l'émission, je t'avais dit, ouais, on pourrait, je mets quoi? On met le coq. Et toi, tu m'as dit non, Jean-Marie, c'est l'emblème. Parce que. Ouais, parce qu'on n'a au pas départ, toujours eu un voilà. coq. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de France, elle existe depuis 1906. Avant 1906, il y a quelques fausses sélections parisiennes qui ont été faire des matchs outre-Atlantique contre des clubs irlandais, anglais. Et pour se distinguer, ils avaient mis un coq qui regarde vers la gauche, un coq rouge, voilà, mais qui après n'a pas été l'emblème. En 1906, quand on crée l'équipe de France, la Fédération française de rugby n'existe pas. Elle est au sein de ce qu'on appelle l'Union des sections françaises des sports athlétiques, l'USFSA, qui est reconnaissable avec deux cercles, en fait, un cercle rouge, un cercle bleu, qui seront sur l'emblème du maillot français, en fait. Et ces deux cercles, ils vont rester jusqu'en 1911. En 1911, pourquoi? Parce que c'est la première victoire de l'équipe de France de son histoire contre l'Écosse. Et le capitaine de l'époque, Marcel Communot, dit désormais, il nous faut un signe distinctif comme les Britanniques, on va mettre un coq. C'est lui qui impose le coq en fait sur le maillot de l'équipe de France. Alors le premier coq, c'est un coq de face avec les ailes déployées, avec des couleurs de plumes, et qui est posé sur les deux cercles de l'USFSA. Je vois très bien le coq. Ouais, voilà. En 1919, la Fédération française de rugby est créée. Et on décide de faire disparaître donc les deux ronds de l'USFSA et il ne reste plus que le coq de face qu'on va mettre dans un blason en fait, de feutrine. Donc voilà, on a la préfiguration de l'emblème français, quoi. Okay. Voilà. Au milieu des années 20, ce coq, pour montrer que c'est le sport, c'est l'emblème du rugby, on va, à la place où il y avait avant les deux cercles, on va mettre un ballon de rugby en dessous, en fait. Donc on a toujours ce coq de face avec le ballon de rugby. Dans les années 30, on met le coq de profil. Ouais, de profil, toujours sur ce ballon de rugby. Et ça va durer des années 30 aux années 40. Après la Seconde Guerre mondiale, le rugby reprend. Et on reprend cet emblème donc, du coq de côté sur le ballon de rugby. Et on inscrit les lettres FFR dans le ballon. Voilà, donc vraiment, on a un logo dédié au rugby, quoi. À partir des années 60, et ça va durer jusque dans les années 90, on va passer à un coq brodé doré, tel qu'on le connaît, qu'on l'a connu très récemment, et qui sera sur fond rouge lorsqu'on joue en bleu, et sur fond bleu quand on joue en blanc. Voilà, donc ça, ce sera un coq brodé. Le ballon a disparu en dessous, donc c'est plus que le coq. Et ça va durer jusque dans les années 90. Et parfois, on va alterner, en fait. On aura un blason, ce sera juste le drapeau tricolore avec marqué FFR au-dessus. Voilà. Ouais. Donc, ça faisait une espèce de... un espèce de triangle. C'est ça, Voilà. Donc ça dure jusque dans les années 90, toujours sur un morceau de feutrine, quoi. Au milieu des années 90, on retire le fond, en fait, il n'y a plus de fond rouge ou bleu, et on garde que le coq doré. C'est notamment ce qu'on aura pendant la Coupe du Monde 95, et ça ira en gros un petit peu après la Coupe latine de 97. Ce sera juste le coq doré sur la poitrine. Okay. Pour la Coupe du Monde 99, enfin un petit peu avant, même sur le maillot de 98, où le coq est placé au centre du maillot et plus sur un côté. Mais en 99, on revient avec le coq sur le côté. Et c'est un coq brodé, et le fond est brodé aussi. Donc c'est un fond rouge. Et ça, c'est le coq qu'on va connaître jusqu'à 2019. Et en 2019, on passe au coq rouge tel qu'on connaît aujourd'hui, qui lui regarde sur la droite, mais qui en fait est... le même coq qu'on avait sur les toutes premières équipes qu'on jouait dans les années 1890. Okay. Voilà, donc c'est un retour aux origines. Ouais. Mais il y a une marque de maillot, une marque de vêtements que je ne peux pas citer, mais qui reprend ça, qui reprend tous les anciens logos, etc.
Ouais, Alors, qui d'ailleurs, refait des maillots à l'identique, voilà, des c'est ça. répliques. Ouais, avec tout les à répliques, fait. avec l'emblème. Ouais, c'est ça. Des maillots des années 1930, etc. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est une très bonne marque parce que c'est pareil, c'est fabriqué en Europe. C'est une très bonne Et c'est qualité. très sympa. Ouais. Et voilà, donc, Et en fait, ça permet de redécouvrir un peu tout ça. ouais, cette parce que histoire, un maillot, c'est aussi, ça véhicule l'histoire de Ouais, toute tout à une fait. équipe, quoi. Donc voilà, toute une nation qui joue. Donc voilà, l'emblème, c'est quelque chose d'important. C'est le signe distinctif d'un pays. Donc c'est important qu'il puisse être reconnaissable. Ouais, c'est clair. Bah, merci mon GG. Bah, écoute, je Comme t'en prie. d'habitude, toujours hyper intéressant et toujours enrichissant en fait de savoir tout ça. Bah, tant mieux, tant Et mieux. de découvrir aussi notre histoire l'histoire de notre sport, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben, je propose qu'on passe au quiz. Alors le quiz. Bon, le gagnant de la semaine dernière, je crois qu'on peut. Ouais, oui. Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile parce que comme on a eu pas mal de réponses. Ouais, c'est ça. Et le grand gagnant du quiz de la semaine dernière, c'est Sylvain Fouchard qui habite Amour. Amour, gloire et beauté. Voilà, tu es le grand gagnant du quiz. D'ailleurs, et du dernier quiz de la Coupe du Monde. Enfin, en tout cas, Pour le moment. pour le moment. Et on fera un quiz en fait lors de notre dernière émission après le 28 octobre, après la finale. On fera cette dernière émission spéciale Coupe du Monde. Et là, on fera un quiz avec toutes les Avec plusieurs questions. avec plusieurs questions et qui seront évidemment sur le thème de par derrière. Voilà. Voilà, donc on va faire comme ça. Et puis, merci à toutes et tous. Un petit mot, tu voulais dédier cette émission à quelqu'un? Tu avais quelqu'un en tête aujourd'hui moi je voudrais dédier cette émission aux gens de Grenoble, Béziers, de la province, et puis Et Salanches. voilà, qui nous suivent. Voilà. Donc voilà, des gros bisous à vous. Et le Tarn aussi qui nous suit. Bisous, merci. Merci beaucoup.